La parole maintenant à José, qui est député européen et membre de la commission agricole, et qui surtout, c'est important pour nous, qui a été longtemps militant à la Confédération paysanne et porte-parole nationale. Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de parler du TAFTA, j'ai quand même envie de revenir sur des belles victoires qui ont eu lieu dans le Var. Parce que souvent, on parle toujours de combats et de combats difficiles et combats qu'on pense ne jamais gagner. Or, dans le Var, quand même, on a gagné contre... Vous avez gagné grâce à votre mobilisation contre le gaz de schiste et contre le projet de Brignoles. Vous avez aussi gagné contre le projet de pétrole au large de Toulon et de Porquerolles. Et puis, si on élargit à la région, hier, on a gagné contre les rejets de boue rouge à Cassis. Alors, évidemment, il reste la LGV, mais une fois qu'on a gagné les 3 premiers, on a envie de gagner la 4e. Donc, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur la LGV, et donc je vais m'en arrêter là, parce que après, ça ferait trop de victoires. Mais une fois qu'on y a pris goût, on a envie de continuer. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on se rend compte que la mobilisation, parfois, on part à quelques-uns et on se demande si on est en capacité de pouvoir changer les choses, si on peut arriver à résister au rouleau compresseur de la logique industrielle ou de ce déménagement du territoire ou du saccage du territoire. Et puis, on s'aperçoit que petit à petit, en se mobilisant, en élargissant la mobilisation, eh bien, on peut effectivement faire un rapport de force et on peut gagner. Alors parfois ça va vite, parfois ça prend plus de temps, mais je crois que c'est important de bien se dire que les combats, à partir du moment où on les commence, eh bien on peut gagner les batailles. Et je crois que c'est très important à se le dire. Il n'y a que les combats qu'on n'a pas commencé qu'on a perdu d'avance. Donc ça, il faut bien l'avoir dans le crâne. Et c'est la même chose pour la discussion qu'on a aujourd'hui sur les traités de libre-échange. Alors ces traités de libre-échange, je crois qu'il faut revenir en arrière. Il faut revenir un peu sur la réflexion globale. Moi, je vais l'aborder parce qu'on est ici évidemment sur une fête de l'agriculture paysanne, donc on va l'aborder notamment à partir de la question de l'agriculture. Mais vous verrez qu'avec l'agriculture, ça, on peut élargir à l'ensemble des domaines, parce que c'est très révélateur ce qui se passe en agriculture, et ça concerne l'ensemble des secteurs. Il faut remonter à 1982, quand l'OCDE, on lit jamais assez les rapports de l'OCDE, je vous incite à lire les rapports de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation des pays industrialisés, et en général, c'est eux qui disent ce qui va se passer dans les 10 ou 15 ans à venir. Donc quand on lit les rapports de l'OCDE, on sait quelle va être l'orientation. Et en 1982, l'OCDE avait dit dans un de ses rapports, très officiel, l'objectif de l'agriculture, c'est plus de nourrir les gens là où ils habitent, mais de faire du commerce entre les continents. C'est marqué noir sur blanc dans le rapport de l'OCDE en 82. Et à partir de là, il y a eu un rouleau compresseur qui s'est mis en route, rouleau compresseur qui a commencé par la négociation du GATT en 1986, négociation dont l'objectif était de faire rentrer l'agriculture et les services dans les négociations internationales. Puis ça a été la création de l'OMC en 1994, et à partir de là, toute la logique de l'OMC qui avait à cette époque-là pour objectif de véritablement de libéraliser le commerce, de transformer l'agriculture non plus comme objectif de nourrir les populations, mais de permettre d'organiser le commerce international et évidemment la libéralisation des services. Ça a été une bataille pendant des années. Ça a été une bataille pendant des années où, pied à pied, de Seattle jusqu'à Doha, en passant par Hong Kong et ailleurs, eh bien, les citoyens de la planète se sont battus pour dénoncer cette logique. Et c'est vrai que dès le début, on avait dit aux responsables de l'OMC, mais on avait dit aussi aux responsables de l'Union européenne, et je me rappelle à l'époque le commissaire au commerce extérieur de l'Union européenne en 99 s'appelait Pascal Lamy, qui est devenu ensuite directeur de l'OMC parce qu'il avait bien travaillé pour la cause. Et je lui avais dit à l'époque, avant Seattle,
ton truc, il est planté à cause de l'agriculture. Parce que jamais tu ne pourras arriver à avoir l'accord des pays du Sud pour libéraliser l'agriculture et pour détruire le lien entre l'agriculture et entre la production locale et la consommation locale. Et au final, eh bien, l'OMC est aujourd'hui planté sur la question agricole. Il n'arrive pas à avancer. Alors, on peut dire, on a gagné cette bataille. On a gagné, on est arrivé à bloquer l'OMC. Sauf que les multinationales, voyant l'échec de l'OMC, ont changé leur fusil d'épaule et ont arrivé à décider, les États, toujours avec l'aide de l'OCDE, de dire, puisqu'on ne peut plus le faire par un accord multilatéral, eh bien maintenant on va passer des accords bilatéraux et on va essayer d'entraîner des négociations pays par pays pour ouvrir les marchés et pour obliger les pays à accepter des marchés ouverts. Et c'est comme ça que se sont développées, à partir du début des années 2000, toute une vague de négociations menées soit par les États-Unis, soit par l'Australie, soit par l'Union européenne, et j'en passe, pour créer ces espaces de libre-échange entre pays. D'ailleurs, ils ont choisi le mot, ils ont dit libre-échange, ça donne une impression sympathique, ça donne une impression de liberté. En réalité, tous ces projets sont des projets contraignants et qui, effectivement, n'ont qu'un seul objectif, renforcer le pouvoir de ceux qui commercent d'un continent à un autre. Et toute la logique des négociations se sont menées de la même manière. Le premier exemple, on va dire, d'accord de libre-échange qui a marqué et qui sert de modèle, c'est l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, l'ALENA. C'est le premier modèle. Bush, dans sa folie légendaire, a tenté ensuite de l'élargir à l'ensemble des Amériques. Il voulait un énorme projet ALENA qui regroupe l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Heureusement, ça a été planté, ça n'a pas pu aboutir. Mais suite à ça, eh bien, ce sont des accords bilatéraux qui se sont mis en place avec la Colombie, puis avec les pays andins, puis ensuite avec le cône sud de l'Amérique latine, etc. Et puis l'Union européenne a lancé ses propres négociations. Et on se retrouve aujourd'hui avec, en négociation à travers la planète, à peu près 400 accords de libre-échange négociés dans tous les sens, qui reprennent au départ les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais en allant beaucoup plus loin encore. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des technocrates, les accords OMC+. Et plus, c'est pas pour plus de droits, mais c'est pour plus de libéralisation. Et on est dans cette logique qui se développe de plus en plus. L'Union européenne, aujourd'hui, a une très lourde responsabilité. Aujourd'hui, on parle de ces deux gros accords parce que c'est avec un partenariat économique très important. Mais dans le même temps, il y a plein d'accords qui ont été passés et qui sont passés complètement sous silence. L'accord avec l'Amérique centrale, l'accord avec les pays d'Afrique de l'Ouest, les accords avec le Maroc l'année dernière, etc., etc. On se retrouve aujourd'hui avec une quantité d'accords qui sont en négociation ou qui sont ratifiés, qui font rentrer le droit des multinationales directement à l'intérieur des pays. Donc ça, c'est vraiment la réalité à laquelle on est en train d'assister. Et l'objectif pour l'agriculture, pour les multinationales de l'agroalimentaire, c'est d'arriver à élargir le marché agricole mondial. Parce qu'un vrai problème pour ces multinationales, c'est que l'agriculture sert à nourrir les gens là où ils habitent. Et ça, c'est quand même emmerdant pour le commerce. Parce que si les gens continuent à manger local, eh ben, c'est difficile de leur importer l'alimentation de l'extérieur. Or, aujourd'hui, quand on prend l'ensemble des grandes productions agricoles, que ce soit les céréales, la viande, les produits laitiers, les fruits, etc., il n'y a que 10% de la production mondiale qui circule d'un continent à l'autre. 10%. Et le reste est consommé sur place. Et ça, c'est pas acceptable pour les multinationales. Quand on est une entreprise comme Cargill, qu'on est le premier exportateur mondial, eh ben, c'est insupportable de voir qu'on ne peut pas agrandir son marché. Et donc, aujourd'hui, les règles qui sont mises en place, elles sont là
pour obliger de casser le lien qui existe entre agriculture et consommation. Et donc pour ça, eh bien, il y a d'un côté des règles de marché, les règles tarifaires, et de l'autre côté, les normes environnementales, les normes sanitaires qu'il faut casser pour ouvrir les marchés et imposer ces logiques-là. Et c'est là où arrive l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle est la seule qui peut remplir les règles pour pouvoir faire ce type de marché. On parlait de la ferme des 1000 vaches tout à l'heure. Quand vous parlez d'une ferme de 1000 vaches aux États-Unis, ils vous parlent presque d'un petit paysan. Je caricature, c'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a beaucoup de petites exploitations de 50 à moins de 100 vaches aux États-Unis dans les zones de production laitière. Mais si vous allez sur la côte ouest des États-Unis, là où la main-d'œuvre immigrée mexicaine est la plus bon marché, on trouve des fermes laitières de 50 000 vaches. Des fermes laitières de 50 000 vaches et des exploitations, je dirais, industrielles de viande qui peuvent réunir 100, 200, 300 000 têtes de bétail qui sont sur des aires en béton. Et là, effectivement, c'est directement lié aux entreprises d'aliments du bétail. Ça n'a évidemment plus rien à voir avec l'agriculture. Et l'alimentation est choisie chaque jour en fonction de la bourse des céréales de Chicago. Et les rations alimentaires changent en fonction du niveau du prix des céréales à la bourse de Chicago. Donc on est dans une logique complètement industrielle. Il faut faire du produit industriel parce que c'est le seul qu'on peut faire circuler en quantité importante. Ça, c'est l'objectif des compagnies. Et puis ensuite, il y a des intérêts, parfois, d'entreprises plus petites, mais qui peuvent faire des dégâts considérables. Et je pense notamment à l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et le Maroc pour importer en Europe des tomates, des courgettes et un certain nombre de fruits. Cet accord avait évidemment pas pour but de permettre aux petits paysans marocains de vivre de leur travail. Absolument pas. Il n'avait pas pour but, par exemple, d'aider le peuple sahraoui qui aujourd'hui se retrouve évidemment sous la domination marocaine, mais qui n'a non plus, qui est devenu le siège d'un certain nombre de productions industrielles de tomates dans le sud du Sahara occidental. Aujourd'hui, le but de cet accord, c'est uniquement de permettre à 2 entreprises françaises qui produisent au Maroc de pouvoir refaire venir leur production comme étant estampillée marocaine. Et donc on est dans une situation incroyable où cet accord a été signé pour favoriser une entreprise qui a son siège à Château-Renard et l'autre entreprise qui a son siège à Perpignan. Et donc ce sont 2 entreprises françaises qui importent 75% des tomates en provenance du Maroc. Voilà comment on passe des accords de libre-échange. Et à côté de ça, eh bien, tout à l'agroalimentaire national, céréales, toute l'industrie du lait et de la viande peut faire rentrer ses produits sans taxe aujourd'hui au Maroc. À tel point que quand je me suis battu au Parlement européen contre cet accord de libre-échange, eh bien le président de la FNSEA, très curieusement, a trouvé mon numéro de téléphone et m'a appelé en me disant « Écoute, je ne comprends pas que tu soutiennes les producteurs de tomates, ce sont des corporatistes, alors que ce projet est très important pour l'agroalimentaire chez nous. » Donc évidemment, dès le lendemain, j'ai mis ça sur la place publique, il n'a pas apprécié, mais la réalité est là. C'est qu'on a des accords de ce type-là qui ont pour but, effectivement, de favoriser un modèle agro-industriel. C'est d'ailleurs le même type de modèle que défendent ceux qui, hier soir, ont cassé à Morlaix. Ce sont, là aussi, les légumiers de la FNSEA qui ne jurent que par la logique de l'exportation. On produit en quantité industrielle et ensuite on demande au pouvoir public de financer les exportations des surplus qu'on n'est pas arrivé à mettre en place sur le marché local. Et donc on instrumentalise et ensuite, quand ça ne marche pas, on va tout péter. Paradoxalement, ceux-là, je ne sais pas s'ils passeront en procès. Par contre, ceux qui se battent aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes ou contre le barrage de Sivens, contre ce projet d'agriculture industrielle et de noyage d'une zone humide,
eux, sont déjà passés en procès. Alors, la première réalité des accords de libre-échange en matière agricole, c'est sur cette question des volumes. Arriver à permettre aux multinationales d'exporter leurs volumes à partir d'une logique d'agriculture industrielle qui n'est plus une production de produits agricoles, mais de ce qu'ils appellent du minerai pour l'industrie agroalimentaire. C'est d'ailleurs le terme qu'ils emploient, c'est le minerai pour l'agriculture industrielle. C'est d'ailleurs ce qui a surpris beaucoup de gens, je pense que vous en rappelez, il y a 2 ans, quand il y a eu la crise de ce faux bœuf qui était en fait du cheval, et où les gens ont découvert que cette viande agglomérée, on appelait ça du minerai. C'est pas du tout un hasard, c'est dans les terminologies même du modèle. Et c'est un système qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, où depuis la fin du 19e siècle, les grosses fermes productrices de céréales s'appelaient d'un nom que les plus anciens ont vu à la télé, vont se rappeler du feuilleton dont je vais parler, d'un feuilleton qui s'appelait Bonanza. Ah, j'en vois plein qui disent oui. On voit que les plus vieux sont... Hein. Eh bien, c'est quoi Bonanza? C'est une mesure pour mesurer le cuivre, l'étain, etc. C'est une mesure de minerai spécifique. Et ce terme de mesure de minerai a été donné aux exploitations agricoles. Mais les gens, quand ils ont vu le feuilleton, personne n'avait cette notion en tête. Je l'ai retrouvé, moi, qu'il y a très peu de temps, en lisant le chapitre sur l'agriculture aux États-Unis dans la géographie universelle d'Élisée Reclus, qui avait été écrit en 1885. Et c'est marrant de voir ça, de se rendre compte que déjà cette logique existe. Je ferme cette parenthèse. Le deuxième projet, si on veut être capable d'exporter en agriculture des telles quantités de production, si on veut être capable, ça y est, c'est le vent du libéralisme. Mais il ne nous aura pas, il ne nous aura pas. Donc, si on veut arriver à réussir ce projet d'importation et de changer, passer d'une logique d'une agriculture qui nourrit à une logique d'une agriculture qui circule à travers les continents, il faut aussi changer les règles, les normes sanitaires. Parce qu'évidemment, dans chaque pays, dans chaque région, il y a des normes sanitaires. Et ces normes, eh ben, elles ne vont pas avec cette logique de l'agriculture industrielle. Et ça, c'est un des deuxièmes objectifs des accords de libre-échange, c'est de faire péter vers le bas l'ensemble des normes sanitaires. Alors, vous en avez entendu déjà parler, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais si on prend ne serait-ce que la viande, on a, entre l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, un véritable conflit sur les normes sanitaires. Puisque, aujourd'hui, en Europe, on pense qu'on veut l'Europe, simplement au niveau des normes sanitaires, grâce à tous les combats citoyens qui ont été menés depuis des dizaines d'années, on est arrivé à élever les standards des normes sanitaires. Que ça soit sur l'interdiction des hormones, que ça soit sur les conditions sanitaires d'élevage et d'abattoir. Or, aujourd'hui, dans ce cadre-là, un des objectifs de l'industrie de la viande, et je pense au plus gros industriel de la viande américain qui s'appelle Tyson, qui est le premier producteur mondial de viande, son objectif, c'est d'imposer les standards états-uniens. Et les standards états-uniens, c'est que c'est plus la collectivité qui fixe les normes, mais la responsabilité, c'est celle des industriels. Puisque depuis 15 ans maintenant, il n'y a plus aux États-Unis de services vétérinaires pour suivre les abattoirs et que toute la responsabilité est liée aux industriels. C'est pour ça qu'ils ont, aux États-Unis, imposé, par exemple, c'est l'industrie qui a imposé, le lavage des carcasses de poulet à l'eau de Javel ou le traitement des carcasses de bovins à l'acide lactique pour enlever tous les germes dans la mesure où il n'y a plus de suivi sur l'ensemble de la filière. Le problème, c'est que, par exemple, avec l'eau de Javel, je le disais tout à l'heure à la conférence de presse, si on met de l'eau de Javel, si on trempe un poulet dans l'eau de Javel, c'est assez dégueulasse comme goût. Donc, pour faire passer le goût de l'eau de Javel, eh bien, on rajoute du sel. Donc, on rend aussi les gens un peu plus dépendants au sel. Et tout ça est une boucle infernale. Et de cette manière-là, on transforme petit à petit les normes.
Alors pourquoi je vous parle de ces normes-là? Je pourrais parler aussi des OGM. Là aussi, on est sur des normes. Aujourd'hui, pour l'industrie des semences, ce qui se passe en Europe est insupportable parce qu'il y a une procédure d'homologation. On peut en penser ce qu'on veut, on essaye de la bousculer, on essaye de la faire changer. Mais ne serait-ce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est encore trop pour ces compagnies-là, puisqu'elles n'arrivent pas aujourd'hui à vendre leurs semences. Donc là aussi, l'objectif, c'est de dire, eh bien, les normes doivent répondre aux intérêts des entreprises. Et c'est ça qui doit devenir le standard. Donc comment on réussit ça? Comment on réussit ça? Eh bien, en introduisant ce qui est prévu dans tous les accords de libre-échange, je dis bien tous les accords de libre-échange, cette fameuse règle des tribunaux privés qui seront là pour régler les litiges entre les États et les entreprises. C'est-à-dire que chaque fois qu'une entreprise verrait ses intérêts financiers menacés d'être réduits, elle pourrait saisir ces tribunaux arbitraux pour dire les règles de cet État ou de ce groupe d'États vont à l'encontre de nos intérêts puisqu'on ne peut pas se développer. Et ça, c'est typiquement ce qu'ils veulent faire, notamment sur les OGM et sur un certain nombre d'autres règles. Tyson l'a dit clairement sur les hormones dans l'élevage. On pourrait avoir la même chose sur l'hormone laitière et sur énormément d'autres secteurs. Donc on voit très bien là que cette règle qu'on voit arriver sur l'agriculture avec les conséquences sanitaires que ça peut avoir, ou sur les OGM et donc l'environnement, eh bien cette règle, elle s'appliquera partout. Elle s'appliquera partout et pas simplement sur l'agriculture, mais sur l'ensemble des activités et notamment sur les services. Et c'est là où il y a quelque chose de très particulier dans l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, c'est que c'est pas les États-Unis qui ont été moteurs dans cette ouverture de négociation, c'est l'Union européenne. Ce sont les multinationales européennes qui ont voulu de cet accord. Absolument pas les États-Unis au départ. Parce que le premier but pour les multinationales européennes, ce n'était pas le secteur agricole, c'était le secteur des services, parce qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas, et qui est plutôt pas mal, c'est que dans chaque État, ou même chaque ville, eh bien, les autorités locales choisissent leurs règles de protection pour les appels d'offres. Ce qui veut dire que, contrairement à chez nous, eh bien, il n'y a pas de règle globale. Et que si une collectivité ne veut pas ouvrir ses appels d'offres à des gens qui viennent d'ailleurs que de l'État spécifique ou même des États-Unis, eh bien, ils ont la légitimité, ils ont le droit de pouvoir le mettre en place. Évidemment, ça pose un problème à des entreprises comme Veolia ou beaucoup d'autres, aux compagnies d'assurance, etc., etc., qui, elles, évidemment, voient un frein dans leur développement. Et le but de l'accord de libre-échange, de la part des multinationales des services européennes, c'était très clairement d'ouvrir, de faire casser les protections des marchés locaux américains. Et ce qui montre que là, paradoxalement, eh bien, les États-Unis, sur ce secteur-là, sont beaucoup plus en protection de leur communauté locale que chez nous en Europe. Et ça paraît étonnant, mais aux États-Unis, quand vous discutez aujourd'hui avec des élus des différents États, les syndicats américains, les associations aux États-Unis, ils sont encore plus remontés contre le TAFTA qu'on peut l'être nous en Europe. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce combat, on ne le mène pas seul, il se mène des deux côtés de l'Atlantique. Des deux côtés de l'Atlantique, il y a une mobilisation qui fait que même au Congrès aux États-Unis, aujourd'hui, eh bien, le Congrès ne donne pas l'autorisation à Obama de négocier seul le traité de libre-échange. Et donc, il y a un blocage du Congrès qui refuse de donner le fast-track à Obama qui lui permettrait de négocier sans rendre compte. Et il n'y a aucune autorisation. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que la démocratie aux États-Unis, elle fonctionne bien aussi. Pas sur tout, mais sur cet aspect-là, on a une véritable rapport de force qui s'est créé à l'intérieur des États-Unis et d'ailleurs qu'on continue à développer. Et on a beaucoup de liens réguliers avec des représentants, soit des syndicats, soit des différents États. Et dernièrement, on a eu une représentante de l'État du Maine qui est venue et qui, eux, par exemple, sur l'État du Maine, qui est un tout petit État au nord-est des États-Unis, qui est, je crois, un des plus petits États en nombre d'habitants,
mais ils ont mis en place des règles sur la gestion de l'eau, sur les appels, sur les cantines municipales, etc. Des règles qui sont très claires, très strictes, qui font qu'ils refusent d'ouvrir leur marché à une boîte, par exemple, comme Sodexo. Parce que Sodexo fait partie de ceux qui essayent de rentrer sur ces marchés-là. Sodexo, c'est quand même la 7e multinationale européenne. Hein, on n'a pas l'impression, comme ça on voit Sodexo, on va bouffer dans les cantines dégueulasses, mais on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est la 7e multinationale européenne, Sodexo. C'est un truc énorme. Et eux, ils ont intérêt à gagner les marchés. Alors, ils sont bien déjà introduits aux États-Unis, puisque c'est eux qui fournissaient l'alimentation pour les soldats américains en Irak. Pour autant, les communes et un certain nombre de territoires américains n'ont pas du tout envie de voir Sodexo arriver chez eux. C'est juste pour prendre un petit exemple. Donc voilà, ça je voulais vous dire ça parce que c'est quelque chose d'important de se rendre compte que la mobilisation, elle n'est pas simplement à sens unique. Et qu'il faut faire attention quand on se mobilise contre ces traités de libre-échange, de pas simplement pointer du doigt les vilains américains qui, en l'occurrence, dans cette affaire-là, ne sont pas les plus vilains, mais ceux qu'on doit condamner parce qu'ils ont porté ce projet-là, c'est à la fois Manuel Barroso, le président de la Commission, et le président le commissaire au commerce extérieur qui s'appelle De Gucht, qui normalement va dégager dans les 2 mois qui viennent, puisque la Commission va changer, et j'espère qu'on va arriver à créer un rapport de force différent. Pour autant, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France, dans ce débat, a été des plus ambigus possibles. Et que malheureusement, le changement de président en 2012 n'a pas levé l'ambiguïté sur l'accord de libre-échange, à tel point que pendant des mois et des mois et des mois, les ministres successifs du commerce extérieur ont refusé d'admettre que la clause sur les tribunaux privés était intégrée dans la négociation, alors qu'ils avaient les documents, ils le niaient publiquement. Donc aujourd'hui, ils l'ont compris, et la pression est en train de se faire, et c'est pour ça que c'est important que les élus locaux, les conseils régionaux, les conseils généraux, partout où on peut, les députés, soient saisis les uns après les autres pour dire est-ce que vous acceptez que le droit démocratique, le droit qui est issu de la loi, soit mis en dessous du droit privé, de la négociation privée, des tribunaux arbitraux. Est-ce qu'on veut que le type de tribunal qui a permis de donner 450 millions d'euros à Tapi devienne la norme du droit du commerce? Parce que c'est ça les tribunaux privés. Ce sont les tribunaux arbitraux entre des cabinets spécialisés du droit des affaires qui négocient entre eux, non pas en fonction des lois, mais en fonction des compensations à l'un ou à l'autre. C'est ça ce qui est en train de se passer. Donc c'est contre cela qu'on se bat de manière très centrale. C'est vraiment un combat pour le respect du droit démocratique. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est le droit de pouvoir choisir son mode de vie, son mode de développement. Si on veut des services publics, si on veut des services gérés par les collectivités, comme l'eau, etc., eh bien, on a le droit de pouvoir le faire. Ce n'est pas une multinationale qui doit l'empêcher, parce que dans le cadre d'un accord, eh bien, on ouvre tous les marchés. Et troisièmement, si on veut défendre une agriculture liée à un territoire pour nourrir les gens, eh bien, c'est ce qui doit prendre le pas sur la logique du marché international. Donc, je crois qu'à travers les accords de libre-échange, aujourd'hui, c'est l'architecture des relations internationales qui est en cause, mais en même temps, nos choix de vie au quotidien. C'est un combat vraiment pour nos choix et pour nos choix démocratiques. Et c'est vrai que si on abandonne ce combat, si on ne mène pas ce combat, eh bien, effectivement, demain, alors qu'il y a déjà une partie de la population très importante qui se défie de toute la politique parce qu'ils ne croient plus à rien, et on voit ce que ça peut entraîner, et je pense malheureusement à votre département, où le péril bleu marine est quand même proche, eh bien c'est vrai que si on n'est pas capable pour défendre les vraies valeurs et les vrais droits, eh bien effectivement c'est ça qu'on va voir arriver. Donc moi je crois que c'est aussi un combat sur des valeurs, et que défendre ces valeurs, c'est aujourd'hui le devoir de chacun des citoyens qui sont ici présents, mais de beaucoup d'autres qui aujourd'hui commencent à rejoindre ce combat. Merci.
Merci.